Mais quand le curé était venu aussi et que sa visite interminable avait épuisé les forces de ma tante, Françoise sortait de la chambre derrière Eulalie et disait « Madame Octave, je vous laisse reposer, vous avez l'air beaucoup fatiguée. » Et ma tante ne répondait même pas, exhalant un soupir qui semblait devoir être le dernier, les yeux clos, comme morte. Mais à peine Françoise était-elle descendue que 4 coups donnés avec la plus grande violence retentissaient dans la maison et ma tante, dressée sur son lit, criait « Est-ce que Lalie est déjà partie ?» Croyez-vous que j'ai oublié de lui demander si Madame Goupil était arrivée à la messe avant l'élévation? Courez vite après elle. Mais Françoise revenait, n'ayant pu rattraper Eulalie. C'est contrariant, disait ma tante en hochant la tête. La seule chose importante que j'avais à lui demander. Ainsi passait la vie pour ma tante Léonie, toujours identique, dans la douce uniformité de ce qu'elle appelait, avec un dédain affecté et une tendresse profonde, son petit train-train. Préservée par tout le monde, non seulement à la maison, où chacun ayant éprouvé l'inutilité de lui conseiller une meilleure hygiène, s'était peu à peu résigné à le respecter, mais même dans le village où, à 3 rues de nous, l'emballeur, avant de clouer ses caisses, faisait demander à Françoise si ma tante ne reposait pas. Ce train-train fut pourtant troublé une fois cette année-là. Comme un fruit caché qui serait parvenu à maturité sans qu'on s'en aperçût et se détacherait spontanément, survint une nuit la délivrance de la fille de cuisine. Mais ces douleurs étaient intolérables, et comme il n'y avait pas de sage-femme à Combray, Françoise dut partir avant le jour en chercher une à Tiberzy. Ma tante, à cause des cris de la fille de cuisine, ne put reposer, et Françoise, malgré la courte distance, n'étant revenue que très tard, lui manqua beaucoup. Aussi ma mère me dit-elle dans la matinée « Monte donc voir si ta tante n'a besoin de rien. » J'entrai dans la première pièce et, par la porte ouverte, vis ma tante, couchée sur le côté, qui dormait. Je l'entendis ronfler légèrement. J'allais m'en aller doucement, mais sans doute le bruit que j'avais fait était intervenu dans son sommeil et en avait changé la vitesse, comme on dit pour les automobiles. Car la musique du ronflement s'interrompit une seconde et reprit un ton plus bas, puis elle s'éveilla et tourna à demi son visage que je pus voir alors. Il exprimait une sorte de terreur. Elle venait évidemment d'avoir un rêve affreux. Elle ne pouvait me voir de la façon dont elle était placée. Et je restais là ne sachant si je devais m'avancer ou me retirer. Mais déjà, elle semblait revenue au sentiment de la réalité et avait reconnu le mensonge des visions qui l'avaient effrayée. Un sourire de joie, de pieuse reconnaissance envers Dieu qui permet que la vie soit moins cruelle que les rêves, éclaira faiblement son visage. Et avec cette habitude qu'elle avait prise de se parler à mi-voix à elle-même quand elle se croyait seule, elle murmura « Dieu soit loué, nous n'avons comme tracas que la fille de cuisine qui accouche. » Voilà-t-il pas que je rêvais que mon pauvre Octave était ressuscité et qu'il voulait me faire faire une promenade tous les jours. Sa main se tendit vers son chapelet qui était sur la petite table, mais le sommeil recommençant ne lui laissa pas la force de l'atteindre. Elle se rendormit, tranquillisée, et je sortis à pas de loup de la chambre, sans qu'elle ni personne eût jamais appris ce que j'avais entendu. Quand je dis qu'en dehors d'événements très rares, comme cet accouchement, le train-train de ma tante ne subissait jamais aucune variation, je ne parle pas de celle qui, se répétant toujours identique à des intervalles réguliers, n'introduisait au sein de l'uniformité qu'une sorte d'uniformité secondaire. C'est ainsi que, tous les samedis, comme Françoise allait dans l'après-midi au marché de Roussainville-le-Pin, le déjeuner était, pour tout le monde, 1 heure plus tôt. Et ma tante avait si bien pris l'habitude de cette dérogation hebdomadaire à ses habitudes, qu'elle tenait à cette habitude-là autant qu'aux autres. Elle y était si bien routinée, comme disait Françoise, que s'il lui avait fallu un samedi attendre pour déjeuner l'heure habituelle, cela l'eût autant dérangé que si elle avait dû, un autre jour, avancer son déjeuner à l'heure du samedi. Cette avance du déjeuner donnait d'ailleurs au samedi, pour nous tous, une figure particulière, indulgente et assez sympathique. Au moment où d'habitude on a encore 1 heure à vivre avant la détente du repas, on savait que dans quelques secondes, on allait voir arriver des endives précoces, une omelette de faveur, un beefsteak immirité. Le retour de ce samedi asymétrique était un de ces petits événements intérieurs, locaux, presque civiques, qui, dans les vies tranquilles et les sociétés fermées, créent une sorte de lien national et deviennent le thème favori des conversations, des plaisanteries, des récits exagérés à plaisir. Il eût été le noyau tout prêt pour un cycle légendaire si l'un de nous avait eu la tête épique. Dès le matin, avant d'être habillé, sans raison, pour le plaisir d'éprouver la force de la solidarité, on se disait les uns aux autres avec bonne humeur, avec cordialité, avec patriotisme. Il n'y a pas de temps à perdre, n'oublions pas que c'est samedi. Cependant que ma tante, conférant avec Françoise et songeant que la journée serait plus longue que d'habitude, disait « Si vous faisiez un beau morceau de veau, comme c'est samedi, si à 10h30 un distrait tirait sa montre en disant « Allons, encore 1h30 avant le déjeuner », chacun était enchanté d'avoir à lui dire « Mais voyons, qu'en pensez-vous? Vous oubliez que c'est samedi. »
On en riait encore un quart d'heure après et on se promettait de monter raconter cet oubli à ma tante pour l'amuser. Le visage du ciel même semblait changer. Après le déjeuner, le soleil, conscient que c'était samedi, flânait une heure de plus au haut du ciel. Et quand quelqu'un, pensant qu'on était en retard pour la promenade, disait « Comment, seulement 2 heures ?» en voyant passer les 2 coups du clocher de Saint-Hilaire, qui ont l'habitude de ne rencontrer encore personne dans les chemins désertés à cause du repas de midi ou de la sieste, le long de la rivière vive et blanche que le pêcheur même a abandonnée, et passe solitaire dans le ciel vacant où ne reste que quelques nuages paresseux, tout le monde en chœur lui répondait « Mais ce qui vous trompe, c'est qu'on a déjeuné 1 heure plus tôt. Vous savez bien que c'est samedi. » La surprise d'un barbare, nous appelions ainsi tous les gens qui ne savaient pas ce qu'avait de particulier le samedi, qui, étant venus à 11 heures pour parler à mon père, nous avait trouvés à table, était une des choses qui, dans sa vie, avait le plus égayé Françoise. Mais si elle trouvait amusant que le visiteur interloqué ne sût pas que nous déjeunions plus tôt le samedi, elle trouvait plus comique encore, tout en sympathisant du fond du cœur avec ce chauvinisme étroit, que mon père, lui, n'eût pas eu l'idée que ce barbare pouvait l'ignorer, et eût répondu sans autre explication à son étonnement de nous voir déjà dans la salle à manger. « Mais voyons, c'est samedi. » Parvenue à ce point de son récit, elle essuyait des larmes d'hilarité, et pour accroître le plaisir qu'elle éprouvait, elle prolongeait le dialogue, inventait ce qu'avait répondu le visiteur à qui ce samedi n'expliquait rien. Et bien loin de nous plaindre de ces additions, elle ne nous suffisait pas encore et nous disions « Mais il me semblait qu'il avait dit aussi autre chose. C'était plus long la première fois qu'on vous l'avait raconté. » Ma grand-tante elle-même laissait son ouvrage, levait la tête et regardait par-dessus son lorgnon. Le samedi avait encore ceci de particulier que ce jour-là, pendant le mois de mai, nous sortions après le dîner pour aller au mois de Marie.